Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Alors, il y a quelques mois, j'ai fait avec deux de mes collègues une émission sur Donald Trump à la suite de l'élection du président Trump. À ce moment-là, il y avait une sorte d'effervescence du climat de l'élection elle-même qui amenait, je dirais, de l'enthousiasme même du côté des conservateurs, des chrétiens dont je suis. Et puis, les choses ont beaucoup évolué depuis l'élection du président Trump. Alors, j'ai décidé de refaire une autre émission sur le même sujet. Et j'avais dans mon fil d'actualité des différents points de vue chez des croyants, des chrétiens. Alors, certains favorables à Trump qui se réjouissent, en tout cas certains de ses prises de position, certains de ses décrets présidentiels, d'autres beaucoup plus préoccupés, voire inquiets, sceptiques. Alors, j'ai décidé d'inviter un Trump sceptique et un Trump sympathique. Je vous les présente d'abord du côté du scepticisme, de l'enthousiasme chrétien pour Trump, mon ami Sylvain Aubé. Bonjour Sylvain, bienvenue à Coram Deo. Salut Pascal. Et du côté de ceux qui lui sont plutôt sympathiques, j'ai invité Étienne Omnes, qui est du site parlafoi.fr. Hein? C'est pas .com. Bienvenue Étienne à Coram Deo. Merci de te joindre à nous. Si tu nous as dit c'était quoi, je pense que tu es encore muté, donc on n'a pas pu entendre si c'était .com ou .fr. Et c'est .fr et bonjour à tous. Merci. Alors, les petits détails techniques. L'idée aujourd'hui, c'est pas de faire tellement un débat sur la présidence de Trump, surtout qu'on s'est dit, là, on enregistre quelques semaines d'avance, il y a peut-être bien des choses qui vont changer entre les décrets du président, les tarifs, la guerre commerciale, les déclarations à l'emporte-pièce. Alors, on ne veut pas tant s'enfarger, et pour les Français, les Européens, s'enfarger, c'est se prendre les pieds dans les fleurs du tapis, trébucher. C'est un vieux mot, je pense que je ne suis pas certain si c'est du français ou si c'est du québécois, s'enfarger, mais donc on ne veut pas se laisser emporter juste par des questions d'actualité, mais avoir un peu plus une réflexion, un dialogue avec des points de vue divergents entourant la présidence de Trump, mais pas que le personnage lui-même et sa gouvernance, mais un peu tout ce que ça évoque. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de consensus, même parmi les chrétiens qui, généralement, votent du même côté. Mais dans ma propre Église, j'ai des gens qui sont sympathiques, d'autres qui sont plutôt inquiets, préoccupés, n'aiment pas le président Trump, d'autres qui sont un peu indécis. Je me sens un peu plus dans le camp indécis présentement, autant que je demeure enthousiaste sur certains aspects de sa gouvernance jusqu'à présent, mais d'autres choses sur lesquelles je m'interroge un peu. Alors, je me suis dit, peut-être que des gens qui sont plus intelligents que moi, plus intéressés à la chose politique, pourront m'éclairer. Alors, quand je vous ai contacté, vous avez tous les deux accepté de nous lancer dans cette controverse-là. Merci de prendre le risque. On va voir ce que ça va donner. Mais c'était d'abord difficile d'identifier des points de discussion, des questions à aborder, même si on n'est pas d'accord sur comment on va répondre à la question, juste d'identifier une question. Mais donc, en échangeant avec vous, un des points qui est ressorti, c'est la question du moindre mal. Et en particulier, Sylvain, c'est une des choses que tu faisais ressortir, que c'est souvent un des arguments des chrétiens en faveur de Trump. On reconnaît qu'il est loin d'être un saint, mais on considère qu'il est un moindre mal par rapport au camp adverse, aux démocrates qui sont vraiment dans un positionnement très anti-chrétien. Alors, comment cet argument-là, comment tu le perçois, la question du moindre mal dans une perspective chrétienne, de l'engagement politique, et comment tu l'appliques
à l'enjeu actuel avec Trump? Ben, sur le principe, l'argument est parfaitement valide qu'en politique, on a quasiment toujours des choix de moindre mal à faire. C'est pas propre aux chrétiens, là. Les gens en général dans la société, c'est bien rare là, qui vont voter pour un parti en disant ah oui ou pour un candidat en disant je suis d'accord avec toutes ses idées, j'ai entièrement confiance. C'est à peu près jamais ça la réalité politique aujourd'hui. Euh, donc là, puis comme on en a discuté, là, le but c'est pas de faire la mesure du moindre mal aujourd'hui. C'est tellement vaste, c'est tellement compliqué d'évaluer toutes les valeurs, toutes les considérations. Euh, faut le faire l'exercice là, quand on se positionne, mais c'est pas l'exercice que on se proposait de faire aujourd'hui. Moi, mes soucis sur la façon d'interpréter ou d'appliquer le moindre mal, j'ai peut-être deux façons de l'aborder qui, je pense, sont intéressantes. La première des deux, moi, je pensais que ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lu Mere Christianity, donc les fondements du christianisme de C.S. Lewis. Dans la première section, il mentionnait que l'un des meilleures stratégies du malin, c'est de nous faire tellement peur avec un mal, de nous pousser dans le mal étranger. Mm-hmm. Et donc, c'est pas comme que les gens veulent être mauvais, que les gens seraient attirés par le mal, mais c'est que, voilà, on est tellement soucieux, on est tellement préoccupé, on est tellement engagé dans un combat contre une forme de mal que on finit par sous-évaluer ou moins se méfier du mal opposé. Donc ça, ce serait une dynamique là, qui, en tout cas moi, c'est ce que je perçois là, dans le soutien à Trump. C'est qu'il y a un combat contre un mal qui est bien réel, que je partage. Mais voilà, j'ai l'impression que souvent des chrétiens qui soutiennent Trump vont sous-évaluer, vont moins prendre au sérieux certains des dangers qui sont opposés, qui sont dans l'autre camp. Puis d'autre part, c'est l'enjeu du pouvoir en tant que tel. De dire dans quelle mesure le pouvoir est souhaitable du point de vue chrétien, puis est souhaitable en termes chrétiens. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que quand on choisit un candidat, bon, on évalue ses positions en termes moraux, là, en termes de la justice, de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, mais on peut aussi l'évaluer en termes, je dirais, identitaires. C'est-à-dire, est-ce qu'il est un chrétien? Est-ce que c'est un allié des chrétiens? Est-ce qu'il est dans notre gang? Est-ce que c'est un des nôtres? Et cette deuxième façon-là, je pense, est beaucoup plus dangereuse, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus en train de se soucier de la justice en tant que telle, mais on est en train de, ne serait-ce qu'indirectement, valoriser le pouvoir en tant que tel. Donc, on veut que les chrétiens aient les mains sur les leviers du pouvoir. Et ça, en soi, je pense que c'est pas souhaitable. Que je préfère avoir des non-chrétiens un peu plus justes que des chrétiens un peu moins justes au pouvoir. Donc, je ne présume pas que c'est ça le dilemme auquel on fait face, c'est souvent pas le cas, mais de bien distinguer. Donc, est-ce qu'on évalue la justice, le bien qui nous est proposé dans un camp ou dans l'autre, ou est-ce qu'on est dans une logique plus identitaire, dans une logique d'alliance de pouvoir? Et je pense que cette logique-là là, est plus dangereuse, là, qu'elle a des risques spirituels et moraux pour les chrétiens. Alors, est-ce que, Étienne, de ton côté, tu voudrais réagir à cette question du moindre mal et à ces premiers commentaires de la part de Sylvain? Oui, bien sûr. Tout d'abord, alors il a avancé deux arguments principaux et je vais y répondre à chaque fois, bien sûr. Tout d'abord, par rapport au moindre mal, je pense que, au moins pour ce cycle électoral-là, pour les dernières élections présidentielles américaines de novembre 24, c'est pas ce qui a compté le plus pour les partisans de Trump. Il m'a semblé que c'était pas tellement qu'ils faisaient un moindre mal, tant pis, il est moins pire que l'autre, sauf peut-être pour une frange de centristes. C'était plutôt ils étaient vraiment partisans parce que le critère qui menait leur choix, c'était un peu l'ordre de charité qu'a explicité le catholique et vice-président J.D. Vance. C'est-à-dire qu'on était dans une situation c'était pas obligé d'être comme ça, mais dans la situation avec cette candidature de Kamala Harris, on avait vraiment une idéologie mondialiste bien caractérisée face à une idéologie qui, en tout cas, parlait de que le président des États-Unis est d'abord là pour servir les États-Unis et les intérêts des États-Unis. Et pour, en tout cas, des partisans de Trump ou des Trump sympathiques, cet ordre de charité est quelque chose qui est important en fait. C'est-à-dire que le magistrat d'un pays, son premier service est pour son pays. On n'est pas là, enfin comment dire, le président de France sert les Français d'abord,
Et ensuite, ça n'empêche pas évidemment de prendre soin des immigrés et des étrangers comme le prescrit la parole, bien sûr, mais on peut pas mettre tout le monde à égalité. C'est contraire à la nature du magistrat, qui est établi par Dieu pour prendre soin d'un peuple particulier. Il n'a pas le droit d'en changer, il n'a pas le droit de le transformer, il est là pour servir ce que Dieu a rassemblé dans ces circonstances historiques présentes. Un peuple, c'est fragile, ça peut disparaître, hein, on a plein de peuples dans la Bible qui n'existent plus aujourd'hui, et donc, avoir cet ordre de charité avec un magistrat suprême, un président de la République, qui sert son pays d'abord, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné et qui a expliqué l'enthousiasme. C'était pas juste, il est moins pire que l'autre, c'est vraiment un enthousiasme positif qu'il y avait pour lui, du côté des partisans, bien sûr. Maintenant, il y avait effectivement cette deuxième ligne d'argument qui est pertinente et qui mérite vraiment qu'on pose les choses par rapport au danger du pouvoir et est-ce que c'est notre rôle de réfléchir en termes machiavéliens finalement. C'est-à-dire on a des intérêts, on joue aux échecs pour avancer notre candidat en espérant qu'il nous renvoie l'ascenseur, etc. Ce genre de raisonnement, je suis d'accord que c'est pas vraiment le genre de raisonnement qu'avaient les apôtres. En tout cas, c'est pas ce que le Nouveau Testament semble indiquer. Mais c'est pourtant bien quelque chose qui découle de la nature de l'Église. C'est pas entièrement non plus une contamination du monde. C'est-à-dire que, comme on l'a vu pendant le Covid, nos églises, même si on l'oublie, ça reste des objets politiques dans la cité. Ça reste des assemblées. Alors que on y prenne garde ou pas, si nous, on n'a pas une doctrine du magistrat, les magistrats ont une doctrine de l'Église. Et s'ils considèrent que il faut fermer les églises pour telle et telle raison, c'est là que le positionnement en faveur ou en hostilité du magistrat a vraiment de l'importance. Or, et là encore, c'est dommage que c'était aussi caricatural en novembre peut-être, mais on avait vraiment quelqu'un qui était non seulement, enfin, il y avait vraiment un camp qui affichait son hostilité au christianisme, surtout en tout cas au christianisme évangélique, après je dis pas à toutes les formes, et de l'autre côté, du côté de Trump, on affichait une faveur envers le christianisme. Alors, je suis d'accord avec toi, Sylvain, qu'évidemment, ça peut être un cadeau empoisonné. Trump a été élu sur la base d'une coalition, donc une coalition qui regroupe bien plus que des chrétiens, y compris des gens de la tech qui sont des transhumanistes. Donc voilà, c'est pas évident à gérer comme alliance politique. On se souvient par exemple par rapport à la fécondation in vitro, donc je crois il a concrétisé un peu les promesses. Bon, ça, il a fait ça dans un calcul électoraliste, mais ça ne convient pas à la doctrine chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante. Donc voilà. Mais cependant, je pense que le calcul, on est obligé d'avoir ce calcul-là parce que les églises sont forcément des objets politiques. Donc, il y a un moment, si nous on prend pas soin de nos intérêts, ou si on refuse de considérer les intérêts des chrétiens et des églises, c'est tout simplement insensé. C'est tout simplement insensé de ne jamais le mentionner, de ne jamais en tenir compte. Donc, il ne s'agit pas de le mettre en premier, de s'imaginer que être en faveur politique règle tout le reste. Mais il s'agit quand même de ne pas être aveugle au fait que on ait des assemblées concrètes qui existent de façon concrète dans la cité et pouvoir choisir quelqu'un qui ne nous est pas hostile, ça a du sens en fait, tout simplement. Alors, je ne sais pas, Sylvain, si tu aimerais rebondir sur cela ou si on enchaîne. Brièvement, là, je pense qu'on a des principes qui ne sont pas éloignés. Là. L'intérêt, ce sera d'appliquer les principes ensuite. Sur la question du moindre mal, là, j'ai peut-être un malentendu sur ce dont on parle, parce que lorsque tu mentionnes, Étienne, que là, on fait face à des mondialistes qui n'ont pas d'intérêts nationaux, à mon sens, c'est de ça qu'on parle quand on parle de moindre mal. De dire que si les adversaires n'étaient pas des mondialistes, ce serait pas un avantage de ne pas l'être. Bref, que quand on fait un choix politique, on compare les options. Et que quand je parle du moindre mal, c'est parce que moi, dans différents dialogues que j'ai eu avec des gens qui soutiennent Trump, justement, quand on nomme les mauvais côtés de Trump, invariablement, là, je me fais répondre, l'adversaire est pire. Et c'est pour ça qu'on soutient Trump. Donc, c'est dans ces termes-là que je parlais du moindre mal. Puis sinon, pour ce qui est de l'intérêt, merci, pour ce qui est de l'intérêt politique,
tu n'as pas fait cette comparaison-là, Étienne, là, mais je l'ai entendu souvent de dire que Trump serait une sorte de Constantin, euh, donc que sans être lui-même un chrétien, forcément, ou sans être, on n'entend pas du tout un saint, Constantin n'était pas un saint, certainement pas, là, il a assassiné des membres de sa propre famille, euh, mais qu'il aura réellement été un protecteur de l'Église. Moi, je suis un grand admirateur de Constantin. Mais justement, je pense qu'il y a donc je suis d'accord avec ce que tu dis, là, que c'est une nuance importante quand on dit qu'on ne doit pas écarter complètement du calcul le fait que les églises existent politiquement. Puis rien dans ce que je mentionnais impliquait que les chrétiens devraient être comme désengagés, puis que la foi c'est quelque chose d'intérieur. On comprend bien que je suggérais pas ce type de limite-là. Mais voilà, mais que c'est pas le pouvoir, encore une fois, en tant que tel, qui doit être le facteur. Donc, qu'il y ait un pouvoir qui va plutôt protéger les chrétiens plutôt que d'être hostile aux chrétiens, oui, ça fait partie du calcul du moindre mal. Mais de dire qu'on ait du pouvoir qui nous permettrait d'affecter la société, de contrôler la société, de diriger le cours des événements en général. Encore une fois, je dis même pas que c'est pas un bien. On peut croire que c'est un bien, mais que c'est un genre de bien qu'on doit concevoir avec beaucoup plus de méfiance, là. On y reviendra peut-être en parlant dans des termes plus théologiques. Mm-hmm. Qu'est-ce qui te fait dire que Trump ne serait pas un Constantin? Simplement parce que ce sera ça la suite de notre discussion, dans le fond. Là. J'ai toute une série de points. Mais les grandes lignes, c'est que je pense qu'il a donc d'une part tout simplement pas le sérieux théologique de Constantin, aussi que il est une menace pour l'ordre public, alors que Constantin a stabilisé les institutions et sa société. Ce seraient les deux grandes différences, je dirais. D'accord. Excellent. Une autre des grandes difficultés quand on aborde la politique américaine de façon spécifique, mais l'ensemble des débats de société, c'est le rapport aux faits et à la vérité. Autrefois, on avait les mêmes faits, mais on ne les interprétait pas de la même façon. Aujourd'hui, on n'a même plus les mêmes faits. Alors, comment est-ce qu'on explique que le débat aujourd'hui ait dépassé la simple signification des faits et qu'on en soit arrivé à même pas être certain et quand on arrive à Trump, on arrive à l'élection de 2020 par exemple, et puis donc on a des lectures diamétralement opposées de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est... Puis bon, on est dans les accusations de part et d'autre des fake news. C'est intéressant, ça aussi. Donc, je ne sais pas si c'est Trump qui a lancé un peu la mouvance de tout appeler fake news, mais on l'entend des deux côtés, cette accusation-là. Alors, on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'une part, et puis comment est-ce que vous tentez de discerner la vérité dans un climat de méfiance médiatique généralisée? Je vais commencer avec toi, Étienne, si tu veux te lancer. Oui, alors une toute petite minute pour conclure le fil qu'avait commencé Sylvain. Nous sommes tous les deux des appréciateurs de Constantin, magnifique. Mais effectivement, moi non plus, je n'irai pas dire que Trump est un Constantin. Je sais que des frères le disent, hein, je ne l'ignore pas. Pour moi, il est plus dans la génération des empereurs païens qui précèdent, peut-être pas Dioclétien, mais quelqu'un comme Constance Chlore, qui n'était pas chrétien, qui était ce qu'on avait de plus proche des chrétiens parmi les païens, qui foutait la paix, fichait la paix à l'Église, ce genre de choses, voilà, et qui avait dans son entourage des officiers chrétiens. C'est plus cet intermédiaire à la limite pour prendre la comparaison. Ensuite, c'est vrai il y a beaucoup de gens qui ont élu pour beaucoup de raisons différentes. C'est vrai qu'il y a des groupes qui avaient en tête ces plans on va dire, de conquête du pouvoir et de reformation américaine. Mais je sais pas si les Amish qui sont allés voter pour Trump, enfin ceux qui sont allés voter ayant voté massivement pour Trump, avaient le même projet que les nationalistes chrétiens. De mémoire, c'est censé être opposé, mais bon.
voilà, le fait qu'il ait eu ces deux votes opposés montre qu'il y avait quand même une conscience des enjeux qui était au-delà en fait de la théologie, qui touchait en fait aux intérêts basiques des églises américaines. Si bien que les anabaptistes ont voté de la même chose que les nationalistes chrétiens, ce qui est assez remarquable. Maintenant, par rapport aux faits, en fait, ça vient pas de nulle part, c'est avant tout dû à la crise de confiance dans les médias. On pourrait rappeler l'épisode du Covid, par exemple, où le vaccin empêchait la transmission, puis en fait, ah non, il empêche juste les formes graves, puis en fait, ah non, il empêche pas les décès, mais il empêche les décès graves, je sais pas lui comment ça marche. Puis on est passé à autre chose. En Ukraine, pareil, l'armée russe perd la moitié de ses troupes toutes les 3 semaines, mais elle continue d'avancer. Bon, je prends des exemples caricaturaux, bien sûr, et exagérés. Il n'empêche que l'autorité et le magistère des médias a été écorné par les médias eux-mêmes et par leur propre comportement. Voilà. Je vais pas rentrer en détail sur ce dont on les accuse, mais le fait est que la confiance dans les médias principaux, les médias mainstream, ils l'ont sabordé eux-mêmes, tout simplement. Le problème, c'est que rien n'a pris la place au niveau de ce magistère des médias. Il n'y a pas de médias de référence qui a pris la place. Donc, on a des petits podcasts qui sont maintenant à égalité avec des gros médias. Et c'est une dispersion incroyable d'informations, de commentaires, d'analyses et de biais qui est honnêtement terrible. Juste terrible. On peut plus. Enfin, si vraiment on veut suivre l'actualité, on devient vite assez fou. Du coup, comment on fait pour discerner la vérité? Je crois qu'il faut continuer à tenter de la discerner. Il faut pas renoncer. Le problème, je crois que c'était Hannah Arendt qui disait le problème quand les gens se rendent compte qu'il y a une propagande, c'est qu'ils croient plus en rien. Je pense qu'il faut éviter ça. Je pense qu'il faut toujours essayer de savoir qu'est-ce qui est vrai et faire le tri. Mais on ne peut pas le faire sur tous les sujets. Il y en a trop. Il y a trois nouvelles sorties par jour. Donc pour ma part, ce que je fais, c'est que on garde l'éthique, enfin ce qu'on m'a appris, vous savez, croiser les sources, vérifier les biais, faire attention à ses propres biais. On garde ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut pas le faire sur toutes les questions. Je les garde pour les questions graves qui concernent ma vie directement, ou les questions importantes qui me concernent directement. Donc, par exemple, les guerres commerciales américaines, ça va avoir un impact à un moment sur ma vie, mais j'ai pas le temps ou je ne vais pas y consacrer plus d'énergie que ce dont j'ai besoin. Voilà. Ça suffira bien pour un début. Sylvain, est-ce que tu dirais que si on retrouve si peu de soutien populaire au Québec et au Canada de façon générale envers Trump, c'est principalement dû aux médias qui nous donnent seulement une seule lecture, c'est à peu près uniforme. Est-ce que tu penses finalement que voilà, les médias lui sont défavorables et que c'est ce qui explique en grande partie, sans nier là, que Trump est en partie responsable pour l'opinion des Canadiens avec sa guerre commerciale et tout ça, là, mais les médias nous semblent me semblent biaisés. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je dis à mes parents quand ils disent comment tu peux supporter Trump? Comment est-ce que tu. Je dis, mais vous écoutez juste les médias de gauche et puis là, vous n'entendez qu'un seul point de vue. J'entends ces médias-là aussi, mais j'écoute aussi ceux dont tu parles, Étienne, les podcasteurs. J'ai écouté l'entrevue de Trump, par exemple, à Rogan. Je suis abonné à d'autres médias alternatifs qui donnent d'autres sons de cloche, qui analysent l'actualité d'une façon différente. Et j'ai l'impression que si j'avais pas cela, ça serait difficile pour moi de pas juste suivre la parade. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? En fait, c'est que les médias américains aussi sont très hostiles à Trump. J'ai vu des chiffres récemment là, que 95% des grands médias américains étaient hostiles à Trump. Donc, je pense pas que c'est ça la grande différence entre le Québec et le Canada, entre le Canada et les États-Unis plutôt. Peut-être que il y a un réseau alternatif aux États-Unis qui est plus fort, qui est plus développé. Sinon, moi, c'est d'autres. C'est un jeu plus compliqué, là, où il y a plus de recul, mais moi, j'ai l'impression aux États-Unis, il y a un ras-le-bol de la rectitude politique et du wokisme qui est plus fort qu'au Canada.
Puis de fait, la gauche radicale américaine, elle est beaucoup plus agressive que ce qu'on a au Canada. Donc je pense que ça explique en partie là, pourquoi au Canada, le soutien à Trump là, est plus difficile à comprendre, là, correspond moins à la réalité qu'on a ici. Mais sinon, c'est la dynamique là, médiatique de dire qu'il y a des grands médias de masse qui ont perdu la confiance de beaucoup de gens, surtout les jeunes. Ça, c'est très frappant quand on regarde les sondages, là, que les gens qui ont moins de 30 ou 40 ans là, ont presque complètement déserté les médias de masse. Donc, les personnes âgées de plus de 65 ans, eux, ils sont restés beaucoup plus attachés. Donc, il y aura un écart générationnel, là, à savoir à quels médias on se fie. Euh, Puis j'ai pas beaucoup. Une fois, je suis d'accord vraiment avec l'essentiel de tout ce que disait Étienne, là. Donc, sur les principes à appliquer, encore une fois, là, de dire que donc il faut pas se confiner. Moi, c'est peut-être le plus grand risque que je vois, qu'on choisisse les médias, encore une fois, qu'on dit eux, c'est les nôtres, là, c'est nos médias, ils sont dans notre gang, et on ne s'abreuve que là. Je pense que c'est ça qui est parmi les plus grandes causes là, d'aveuglement qu'on peut avoir dans les deux camps. Donc voilà, de bien écouter les deux camps, de pas se borner là, à notre propre camp. Puis autant que possible, des dialogues aussi. Là. C'est pas toujours possible. Encore une fois, il faut un minimum de rapports communs à la réalité pour être possible de dialoguer. Mais de faire l'effort un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, là, de parler avec des gens qui sont pas d'accord, qui n'ont pas la même opinion. On en parle souvent avec les réseaux sociaux, là, avec Facebook et les autres, que c'est devenu des immenses chambres d'écho où des milliers de personnes se parlent qu'entre elles et ont l'impression qu'il y a que leur opinion qui a du sens. Donc, ce serait peut-être les deux remèdes pour revenir à un rapport commun à la réalité, là, d'écouter les médias de nos adversaires, des gens dans lesquels on se reconnaît pas, et voilà, de parler concrètement dans la vraie vie avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions. Connaissez-vous le logiciel d'études bibliques Logos? Personnellement, je ne m'en passerai plus. En fait, je l'utilise chaque jour non seulement pour préparer mes prédications et mes enseignements, mais aussi pour mon édification personnelle. J'ai pas le temps en 30 secondes de vous dire tout ce que Logos peut faire, mais honnêtement, c'est l'outil le plus extraordinaire pour approfondir la Bible, autant pour les experts que pour les débutants. Je vous invite à prendre quelques instants aujourd'hui pour visiter le site fr.logos.com. En écoutant un peu les discours des deux côtés et puis du centre et d'un peu partout, on n'est pas certain en ce moment si on a affaire à une espèce de fou furieux qui va faire exploser la planète ou si on a affaire à une espèce de génie populiste qui va réussir à pacifier toutes les guerres et qui va sauver le monde. Alors, entre les portraits de l'autoritarisme et de la dictature de Trump et de son messianisme, c'est difficile de savoir exactement quoi penser. Quand je lis certains billets, je me dis on est en grave danger, puis et par moments, j'en suis pas aussi certain. Alors, jusqu'à quel point le risque d'autoritarisme de Trump vous semble réel? Est-ce qu'il est... et je pense que c'est un des points qui me semble te préoccuper, Sylvain, qu'il semble mettre en place ce qui est nécessaire pour s'accrocher au pouvoir et que malgré que la Constitution maintenant, depuis je sais pas quelle date, mais c'est dans les derniers amendements qu'elle limite à 2 mandats la possibilité de gouvernance pour un même individu, qu'il ne voudra pas lâcher le pouvoir. Est-ce que c'est une caricature ou est-ce que c'est une inquiétude qui est légitime ou pas? Alors, Sylvain. Il y a beaucoup de caricatures. Je vais commencer avec ça, là, qu'il y a eu beaucoup de caricatures. Il y en a encore aujourd'hui. Puis avec plein d'autres, là. George Bush a été accusé d'être fasciste. Stephen Harper a été accusé d'être fasciste. Tous les chefs de droite se font accuser d'être fascistes par la gauche. Donc, moi-même, au sujet de Trump, quand il se faisait accuser d'être fasciste, pendant son premier mandat, je levais les yeux au ciel. Je dis, bon, comme d'habitude, tout le monde à droite est fasciste. Donc, voilà, qu'on va tout de suite mettre ça de côté, là, de dire qu'il y a des caricatures, il y a des exagérations. Mais moi, par degré, j'en suis venu à considérer qu'il y a une vraie menace autoritaire. Puis par menace autoritaire, on va mettre les choses au clair. Là, c'est pas de dire que clairement, il va être un dictateur demain matin, là, qui va abolir les élections et que c'est la fin tout d'un coup de la démocratie. C'est pas un scénario sérieux, ça.
Mais de dire qu'il transforme la culture politique de façon à la rendre plus autoritaire, de la façon à ce que le pluralisme politique qu'on connaît actuellement, mais sans violence, est-ce que ça peut durer dans le temps? Ben, je pense que la culture politique de Trump, du Trumpisme, nous mène dans le sens contraire, là, nous amène vers quelque chose qui ressemble à la Hongrie de Viktor Orban, et que le bout de ce chemin-là, ça serait la Russie de Vladimir Poutine. Donc c'est par degrés, là, encore une fois, on ne va pas supposer la pente glissante que forcément on finit au bout, mais ce que moi me semble de plus en plus clair, c'est qu'on marche dans cette direction-là avec Trump. Le premier gros élément a été en 2020, le déni des résultats électoraux, l'attaque du Capitole. Et encore une fois, pour moi, l'intérêt, c'est pas tant l'événement en tant que tel, c'est la culture politique, l'impact que ça a sur la culture politique. C'est-à-dire qu'il y a maintenant toute une frange de l'électorat qui accepte pas la défaite. Là. Que lorsqu'il y a une défaite, et si le chef il dit non, on n'a pas perdu, eh bien, on n'a pas perdu. Et quand on parlait de Constantin, là, une des différences que je vois, c'est le rapport à l'ordre public. Oui, c'est un souci pour la démocratie, de dire qu'on respecte les votes, mais c'est un souci d'un point de vue conservateur qui est encore plus fondamental, qui est celui de l'ordre social. De dire qu'on est capable de gérer l'exercice de pouvoir sans se faire la guerre. Ça serait vrai, l'idée du mensonge, là, de prétendre que c'est moi qui devrais exercer le pouvoir alors que c'est pas le cas selon nos règles du jeu, serait vrai même si on était dans une monarchie. Que si on est dans une monarchie, il y a quelqu'un qui dit non, c'est moi l'héritier légitime, c'est pas l'autre, ben ça cause une guerre. Donc c'est une illustration juste pour montrer que c'est pas strictement démocratique l'enjeu, là, c'est vraiment un enjeu d'ordre social, de stabilité, de paix sociale. Et donc là, quand on perd des élections, puis que justement, Trump a martelé qu'il y avait eu de la fraude. Là, tous les tribunaux ont invalidé ça. Même les juges qui ont été nommés par Trump lui-même ont uniformément dit non, il n'y a pas eu de fraude massive. Il y a des petits éléments de fraude, mais il y en a toujours des deux côtés. Donc, il n'y a pas eu de fraude massive. Puis Trump lui-même, justement, à l'entrevue de Joe Rogan, quand il s'est fait relancer sur cette question-là, là, il parle plus de fraude massive. Il dit, l'élection m'a été volée parce que les médias étaient tous contre moi, ou qu'il y avait comme d'autres façons d'interpréter pourquoi l'élection lui aurait été volée. Bref, l'élection, il l'a perdu. Il a prétendu qu'il l'a jamais perdu. Ça l'a mené à de la violence politique sans précédent aux États-Unis, là, de dire que le Capitole se fasse attaquer et saccager. Ça fait 150 ans là, qu'il n'y a rien arrivé qui ressemble à ça aux États-Unis. Et qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui approuvent ça, au sens qu'ils pensent que l'attaque, même sans forcément approuver l'attaque, qui vont dire que l'élection a été volée, que les gens qui ont attaqué le Parlement étaient bien intentionnés. Donc, je pense que cette culture politique où, bref, tous les moyens sont permis, c'est un peu ça l'idée, là, qu'on veut le pouvoir, puis s'il faut mentir, s'il faut prétendre qu'on n'a pas perdu les élections, à mon sens, c'est un facteur de désordre qui transcende complètement les enjeux idéologiques gauche-droite. Là, c'est quelque chose qui, pour des conservateurs, là, distinctement des populistes, que des conservateurs devraient beaucoup valoriser l'ordre public, la stabilité sociale, la paix sociale. Et c'est pour ça que d'ailleurs, après le 6 janvier 2021, à peu près tous les leaders du Parti républicain ont désavoué Trump. Là. On dit que c'est une catastrophe. Ils l'ont condamné très fermement. Et c'est dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, qui sont finalement rentrés dans le rang. Puis dans les années qui ont suivi, on a comme banalisé l'événement en disant que c'était pas si grave finalement. Mais que sur le coup, c'est un choc là, pour tous les conservateurs de voir une telle attaque contre l'ordre public. Donc, voilà. Alors, puis depuis le deuxième mandat, fait que ça, c'est comme la première étape là, de mon inquiétude. Et la deuxième étape, c'est donc son deuxième mandat. Parce que moi, le meilleur argument que j'avais pour me rassurer de dire que c'est pas si pire l'élection de Trump, c'est de dire, regarde son premier mandat, ça n'a pas été la fin du monde finalement. Là. On peut être en accord, désaccord avec plein de choses, mais la société a continué de fonctionner, l'ordre politique n'a pas été affecté. Puis moi, c'était rassurant, sincèrement, de me dire, ben c'est vrai, là, espérons que le deuxième mandat soit similaire. Alors que là, dès le début du deuxième mandat, on a une purge de l'armée, le haut commandement de l'armée, donc les généraux qui étaient considérés comme woke, là, mais on comprend que c'est les généraux qui n'avaient pas d'allégeance à Trump ont été délogés. Les services secrets aussi ont connu une purge, que le gouvernement est notoirement composé de gens qui lui sont obéissants. Là, il y a des tribunaux qui lui donnent des ordres qu'il ne respecte pas en disant qu'on doit avoir certains contrôles judiciaires quand on expulse des immigrants illégaux. Puis encore une fois, là, au-delà de nos opinions sur chaque enjeu particulier, c'est l'idée que le pouvoir personnel de Trump
Donc, écrase les contre-pouvoirs, contourne les contre-pouvoirs. Et ça, encore une fois, là, c'est un chemin vers l'autoritarisme. Euh, donc voilà, je n'ai pas une inquiétude majeure de dire que la démocratie s'effondre complètement durant son mandat. L'idée que lui-même, personnellement, se fasse réélire un troisième mandat, encore une fois, là, oui, ça peut être inquiétant, mais c'est pas au centre de mon inquiétude. C'est pas un scénario qui me semble très vraisemblable. Voilà. Pour moi, le dommage, c'est sur la culture politique, où la fin justifie les moyens. Et ça, je pense que tout le monde est perdant, là. Même si temporairement, on peut se réjouir de la façon dont le pouvoir s'exerce. Ouais. C'est sûr que ça a été un gros comeback politique et il semble avoir interprété ça un petit peu comme si il avait presque que carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Il est très fort. Il est très fort. Plus fort, on sent dans le deuxième mandat qu'il l'était au début. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, Étienne? Comment tu voudrais réagir à cette inquiétude soulevée par Sylvain? Euh, alors d'abord, on est d'accord que tout usage du pouvoir est un usage de l'autorité et tout usage de l'autorité a un risque d'abus. On est d'accord que les traditions constitutionnelles américaines sont actuellement mises à mal. On ne reconnaît pas effectivement dans ces dernières années les traditions de la République américaine qu'elle avait encore il y a quelques décennies en arrière et qui permettaient justement des transitions fluides, une paix sociale qui, c'est vrai, n'existe plus, et puis surtout une assurance que l'ordre, une prévalence de l'ordre qui, c'est vrai, n'est plus garantie. Euh, la façon dont je vois les choses, cependant, c'est que euh, on aurait tort de. Alors oui, Trump piétine ses traditions, mais il n'a pas été le seul. La plupart des faits autoritaires qu'on lui attribue, en tout cas qu'on lui reproche, quand on regarde souvent sous Biden, ça a été fait aussi. Par exemple, avoir un FBI complètement à sa botte pour ensuite engager des complots contre les opposants, c'est un petit peu, du moins, alors là, j'ai pas suivi exactement et je vais pas m'engager sur les faits, mais c'est en tout cas ce que les partisans de Trump disent au sujet de la collusion de Trump avec Poutine lors du premier mandat, qui aurait été élu grâce à la Russie et qui a pris une énorme partie de son énergie pendant son premier mandat. Qu'il purge des généraux parce qu'ils sont pas assez loyaux, bah oui, en même temps, c'était... Alors pareil, c'est ce que disent les partisans de Trump, un général qui collaborait, enfin qui prévenait la Chine de je ne sais plus quel exercice. Ça, même ça, avoir des hauts officiers qui sont loyaux envers le gouvernement, c'est un petit peu le principe d'une administration normalement. Peut-être va-t-il trop loin dans ses nominations, j'entends bien. C'est ce qu'on a reproché par exemple au pape François par rapport à ses nominations de cardinaux, etc. Mais ce que j'insiste, ce que je voudrais dire, c'est que Trump n'a pas initié ni initier ni terminer cette subversion des normes démocratiques. Les premiers à le faire, du point de vue des partisans de Trump, pareil, j'ai pas le temps de vérifier tous les faits, mais vraiment dans le ressenti des conservateurs américains, c'est que ce sont les progressistes qui ont été les premiers à subvertir ces traditions. Alors, je veux bien par rapport à l'ordre public, effectivement, normalement on est censé y travailler, et pour y travailler, il faut adhérer aux normes de la deuxième moitié du XXe siècle, celles qui ont bien marché jusqu'ici. Mais ce que disent les partisans, c'est pourquoi on serait les seuls à y adhérer? Pourquoi on serait les seuls à ne pas aller trop loin dans les nominations, à respecter l'indépendance de l'administration? Pourquoi comment dire, on s'entraverait finalement, alors que quand nos opposants, comme Biden, arrivent au pouvoir, eux, ils y vont à fond et ils n'ont absolument aucun problème avec. Donc, ce qu'on peut reprocher aux partisans, et ça c'est quelque chose que je peux tout à fait entendre, c'est qu'ils devraient se comporter de manière à restaurer ces règles. Ils devraient restaurer ces traditions constitutionnelles. Ça, oui, bien sûr. Mais si on est réaliste, c'est trop tard. Maintenant que le sortilège est dispersé, on peut pas remettre, je vais utiliser encore une métaphore un peu bizarre, mais le génie dans la bouteille, on peut plus remettre l'eau dans la bouteille. Le, le, les traditions sont déjà dévoyées. Donc on est dans une période qui est compliquée, c'est vrai. Et du coup avec des risques autoritaires, c'est vrai. Euh,
Pascal plaisantait tout à l'heure avec c'est le fou qui va qui va déclencher la troisième guerre mondiale. C'est vrai que je lis certains partisans de Trump qui disent ah c'est le fou qui va restaurer l'Amérique. Bon, il y a certains se réjouissent vraiment de ces actes forts. Mais la solution c'est pas simplement de revenir au statu quo avant 2016. C'est trop tard, on n'y arrivera pas. La seule façon aujourd'hui de restaurer ces normes démocratiques, c'est qu'il y ait à nouveau des consensus sur comment on veut marcher ensemble, en fait. Comment est-ce qu'on veut fonctionner ensemble. Et là, c'est pas de la doctrine. C'est un clash de démographie, c'est un clash de communauté. Il faut que, en fait, les tripes de chacun s'accordent à celles des autres, quelque part. Parce que on a quitté ces traditions démocratiques et finalement laissé beaucoup de place au rationnel et au discours et au débat. Et maintenant, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus basé sur l'identité des peuples, finalement, l'identité de chaque communauté. Et ça, on sait quand on commence, on sait pas quand on finit, quoi. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais, je pense que c'est un fait que les règles, un peu, les règles du jeu sont plus ou moins respectées de part et d'autre. À la différence, il me semble que Trump le fait de façon un petit peu bruyante et il fait beaucoup de bruit avec ça. Il polarise plus. Ça, faut lui reconnaître, il assume de faire ce que la gauche fait. Il assume d'avoir le style autoritaire, la subversion que la gauche fait. Ça, il n'est pas en train de faire semblant de restaurer Ouais. l'ordre. Je reconnais. Oui, parce que dans les 8 ans de la gouvernance d'Obama, plusieurs chrétiens étaient très préoccupés de son autoritarisme, mais avec le sourire et avec la complaisance des médias avec ce soutien-là. Et donc, ça donnait l'impression à ceux qui ne suivaient pas de près sa gouvernance que Obama, il est doux, il est accueillant, il tend la main à ses adversaires. Mais donc, et je pense que l'idéologie qu'il promouvait, qu'il mettait de l'avant, était plus toxique, en tout cas le progressisme. Mais c'est clair qu'il y a un climat toxique et dangereux en ce moment dans le monde politique américain. C'est très polarisé et Trump sait comment utiliser cela à ses fins. Maintenant, qu'est-ce que ça va... Qui va arrêter désamorcer le tout? Est-ce qu'on ne va pas s'enfoncer davantage? Il y a effectivement un risque. Mais je pense que je suis assez d'accord pour dire que c'est pas de nouveau avec Trump, mais ça prend une forme ouais, beaucoup plus assumée, effectivement. Et puis, c'est comme s'il se plaît un peu à ça là, quand les gens disent est-ce qu'il va rester pour un troisième mandat au lieu de le nier en bloc. Il laisse flirter un peu l'idée, et puis ça va avec sa personnalité. Il y a une question aussi un peu de style. Et des fois, on ne sait pas s'il plaisante, s'il est sérieux, on ne sait pas trop où il se situe. Alors, il est pas toujours facile à suivre et pour ses adversaires, ça peut être un cauchemar. Sylvain, tu veux réagir? Oui, ben, le premier commentaire que je peux faire, c'est que je conçois pas comme Trump comme étant la cause de tous les problèmes, là, certainement pas. Je le considère beaucoup plus comme un symptôme que comme une cause. Je pense qu'il incarne un grand cynisme, un grand désaveu populaire face à la classe politique, face aux élites. Donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec l'idée générale que Trump a pas inventé de toutes pièces un problème qui n'existait pas avant lui, loin de là. Je pense que Trump est élu parce que la démocratie américaine, je pense que c'est vraiment un accident général, est malade. Voilà, il y a du cynisme, il y a de la méfiance, il y a un désaveu des élites politiques, médiatiques, et que voilà, Trump a été élu en réaction, en réponse à cette maladie de la démocratie. Cela étant dit, je suis vraiment en désaccord avec l'équivalence. Là, de dire que Biden faisait la même chose, Obama faisait la même chose, mais avec le sourire, que c'est juste une différence de style. Puis que oui, une différence de style. Là, Trump est un provocateur. Tu parlais qu'il a laissé flirter l'idée d'un troisième mandat, mais il a aussi mis des images de lui en roi, il a mis des images de lui en pape. Il y a vraiment quelque chose d'intentionnellement provocateur dans son style. Mais ça, je pense que justement, ça fait partie de sa défense là, pour brouiller ou masquer le problème réel. De dire, c'est une question de style. Il est provocateur, mais au fond, il fait rien de pire que les autres. Justement, moi, la première étape, le gros morceau là, qui me suscitait mon inquiétude au niveau de l'autoritarisme, au niveau de l'ordre social,
qui est le déni des résultats électoraux. Considérons que quand il a gagné en 2024, il y a eu toute une frange du Parti démocrate qui disait c'est un mensonge, là. Ça se peut pas que les gens aient voté pour Trump, là. Parce que surtout les gens qui sont alimentés que par leur écosystème médiatique de gauche, pour eux, c'est complètement inimaginable qu'une majorité populaire ait voté pour Trump. Donc, il y avait une frange là, qui s'est exprimée tout de suite après les élections de 2024 en disant que l'élection a été truquée, c'est faux, c'est une fausse victoire, il a triché. Mais que justement, l'establishment démocrate n'a pas alimenté cette idée-là. Ils ont dit non, il a gagné. Les gens ont réellement voté pour lui, il faut accepter qu'on a perdu, on passe à d'autres choses. Trump n'a pas fait ça, il a fait tout le contraire. Et c'est là que je pense qu'il n'y a pas d'équivalence. Pour les questions de nomination, c'est plus compliqué, là, que oui, le chef d'État, c'est normal qu'il nomme des généraux, puis les gens des services secrets, mais encore une fois, l'ampleur là, de la purge, que invariablement, les gens qui ont agi de façon déloyale à Trump personnellement, qui ont agi contre ses intérêts, ont systématiquement été purgés. C'est pour ça que j'utilise le mot purge. Là, ce serait compliqué de s'embarquer dans la comparaison précise là, de ce que les présidents normalement ont pu faire par le passé par rapport à ce que Trump a pu faire, mais il y a un écart. Là. Pour moi, c'est une fausse équivalence de dire que les autres faisaient la même chose. Mais de façon plus claire, le respect des résultats électoraux, accepter la défaite, Trump est le premier à faire ça. Là. En 150 ans d'histoire, la dernière fois qu'il y a eu des dénis comme ça, c'était dans le sillon de la guerre de sécession. Voilà, qu'il y a eu des contestations de résultats parce qu'on était vraiment, vraiment pas d'accord que nos adversaires gagnent. Donc voilà. Donc Trump n'a pas commencé tout le problème. La démocratie était malade avant Trump. C'est parce que la démocratie est malade que Trump est élu. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Que les autres avant aussi là, ont triché. Oui, il y avait une centralisation du pouvoir sous Obama, sous Bush déjà. Là, sous Bush, il y avait des accusations. Puis c'est vrai là, que le président accapare de plus en plus de pouvoir. Il y a une continuité là-dedans. Tout ça est vrai, mais encore une fois, là, pour moi, avec Trump, c'est pas la continuité de cette dynamique-là, il y a une rupture. Là. Il y a une rupture des conventions, une rupture par rapport à l'ordre. Oui. Ben, c'est clair qu'il est mauvais perdant, ça, il n'y a pas de doute. Étienne, tu voulais réagir? Oui, on s'entend sur l'essentiel. Je vais juste compléter en faisant remarquer que il y a quand même... Trump a effectivement, il enterre les conventions, il essaie même pas d'y obéir ou de faire semblant, voilà, on peut lui reprocher. Néanmoins, du côté progressiste, si l'establishment a reconnu la validité à chaque victoire de Trump, ce qu'on peut tout à fait, et on peut leur remercier pour ça, hein, qu'ils aient pas augmenté la tension, il n'empêche que c'est pas tellement dans l'éthos progressiste que de reconnaître une défaite. Toute défaite est juste temporaire et au final, ils ont raison et ils vont toujours obtenir ce qu'ils veulent et ils vont faire tous les efforts nécessaires pour subvertir les institutions jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Dans la stratégie, dans l'état actuel, et c'est peut-être aussi quelque chose qui rend difficile la comparaison, c'est que ce sont pas deux camps symétriques. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, l'establishment démocrate peut reconnaître que les élections sont perdues et se rabattre sur la sphère culturelle, sur le monde académique, sur le monde médiatique, en attendant la prochaine alternance. C'est quelque chose que les partisans de Trump ne peuvent pas revendiquer. Ils ont quelque chose qui est plus difficile à faire exister dans l'espace médiatique. Et du coup, ça fait des réactions très différentes. Tu as raison de dire qu'effectivement, la dernière fois je ne connais pas assez l'histoire de l'Amérique, mais c'est vrai que c'est des circonstances qu'on voit dans des décennies qui entourent les guerres civiles, parce que on est vraiment face à deux peuples. Il n'y a plus la conscience d'avoir un peuple commun. On est vraiment face à deux peuples qui veulent deux destins communs, deux pays différents. Et c'est là aussi, on peut pas faire des traditions démocratiques lorsque, en fait, on n'a pas, je sais pas, mais lorsque on n'a même pas le même régime en tête. On n'a pas le même pays en tête. Et là, je le regrette bien sûr, et on peut pas souhaiter que la parole soit à ce point méprisée, mais elle a été trop humiliée pour qu'on puisse revenir en arrière. Tu veux dire, juste clarifier un peu ton dernier point? Oui, j'aime bien être cryptique. Plus sérieusement, Jacques Ellul avait écrit un livre qui s'appelait La parole humiliée, où il faisait remarquer qu'en gros, dans les conditions contemporaines par rapport à la technologie, etc., finalement, l'image prenait une telle place que
la parole, mais donc aussi le logos, les arguments logiques, chercher à persuader l'adversaire, ou l'opposant par des discours, des arguments, etc. Euh, ça devient très difficile lorsqu'on a un tel règne de l'image et voilà, tel règne de l'image. Et il appelait ça la parole humiliée. Hmm. À partir du moment où cette culture-là, elle est effacée et enterrée, la seule façon de la remettre, c'est qu'on ait à nouveau un seul pays avec un seul peuple qui ait une seule vision. Ça va être long, ça va être long. Hmm. On va voir pour la suite. On va voir comment vos inquiétudes ou vos anticipations vont se réaliser ou pas. Mais j'aimerais en terminant vous demander à chacun de vous adresser, je ne veux pas dire au camp adverse, mais à vos frères dans la foi, vos frères chrétiens. Donc d'abord, Sylvain, qu'est-ce que tu voudrais dire aux chrétiens qui sont sympathisants au président Trump et peut-être des éléments qui te semblent leur échapper un peu ou des risques qu'ils courent? Ouais, ben comme je te mentionnais au début, là, pour moi, je veux pas faire l'exercice du moindre mal, c'est trop complexe. Donc, ce que j'ai envie de dire, là, c'est pas si les gens pensent que Trump est un moindre mal, que c'est bien que ce soit lui qui gouverne aujourd'hui, je vais pas argumenter contre ça. Moi, mon souci, c'est plus que ce que je perçois, c'est un certain contre-témoignage dans le silence des chrétiens face au danger ou au travers de Trump. Que tu parlais d'un enthousiasme, il y a une sorte de ralliement des chrétiens, là, de beaucoup de chrétiens autour de Trump. Et pour moi, ce ralliement-là ne serait pas un contre-témoignage, ou beaucoup moins si les chrétiens se dissociaient de Trump malgré leurs soucis, malgré leur soutien, je veux dire. Donc, c'est-à-dire, oui, on pense qu'il est un moindre mal, que dans la guerre culturelle, c'est lui qui est plus favorable, là, en termes de morale, en termes de protection de l'Église, mais ce serait important là, de le nommer, de le mettre de l'avant, que ce qu'il fait, ce qu'il dit à plusieurs égards n'est pas conforme au Christ. C'est assez clair qu'il instrumentalise la foi. Là. Je me souviens d'une entrevue qu'il a faite il y a quelques années où on lui demandait c'était quoi son passage préféré de la Bible, incapable d'en nommer un, il disait que c'est trop personnel. On lui demande s'il préfère de nouveau l'Ancien Testament, il dit égal, la Bible au complet, c'est génial. Donc vraiment c'est quelqu'un qui dans sa tête, je pense, là, utilise les chrétiens, là, voit les chrétiens comme un outil politique et que les chrétiens, s'ils le soutiennent, doivent nommer, là, qu'ils sont conscients là, que tout ça, c'est un mariage de raison, que c'est pas un enthousiasme, voilà, qu'il n'est certainement pas un porte-parole, on doit surtout pas le concevoir comme quelqu'un qui est fidèle au Christ. Puis aussi sur l'enjeu de l'humilité, là, que je pense que tous les chefs politiques sont très orgueilleux, très prétentieux. Là. Forcément, quand on est au chef d'un État, on a une haute idée de soi-même. Mais chez Trump, il y a quelque chose de caricatural, peut-être même de pathologique, là, tout le temps à quel point il est génial, qu'il est le meilleur, qu'il y a des conseillers qui ont dit que pour maintenir son attention dans les rencontres, il fallait que son nom soit toujours écrit dans les mémos. Je veux dire, c'est assez troublant là, de voir au niveau personnel comme ça, à quel point que c'est tout l'inverse là, de l'humilité auquel le Christ nous appelle. Donc, si les chrétiens jugent qu'il est un moindre mal, qu'il est un protecteur de l'Église aujourd'hui, encore une fois, je vais pas essayer de vous convaincre du contraire, mais nommez-le, là, tout ce que vous voyez, tout ce que vous reconnaissez qui en Trump n'est pas conforme au Christ, disons-le, répétons-le, pour ne pas brouiller le message, là, pour ne pas faire un contre-témoignage à travers malgré le soutien. Et surtout de se méfier de soi-même, que moi-même, là, je suis un grand fan de Constantin, il y a une part de moi qui souhaite le pouvoir, là, qui aime le pouvoir, qui a un désir pour le pouvoir. Puis je garde toujours en tête l'exemple de la tentation du Christ dans le désert. Et qu'est-ce que le diable suggère au Christ à ce moment-là? C'est pas de dire tu vas faire le mal, puis je te propose de faire le mal. C'est-à-dire je vais te donner du pouvoir. C'est le pouvoir en tant que tel, même pour faire le bien, que le pouvoir pour faire le bien est une tentation, est un danger. Et je pense là, qu'on doit tous rester toujours vigilants, là, qu'on a ce désir-là de pouvoir, parce qu'on veut bien l'utiliser. C'est comme l'anneau du pouvoir dans Seigneur des Anneaux. Là, je suis un grand geek de Tolkien. Donc voilà, que même les gens qui sont bons, là, Gandalf et Galadriel dans Seigneur des Anneaux, ne veulent pas toucher à l'anneau. C'est trop dangereux. Donc, sans
se rendre non politique, sans se désengager de la chose politique, ce serait très dangereux, je suis d'accord avec Étienne. Mais à l'inverse, toujours, restons vigilants, là. Soyons conscients qu'on a la tentation de vouloir le pouvoir et que ça peut nous entraîner dans des dérives. C'est ce que Donc, attention à la séduction du pouvoir, à des alliances hétéroclites. Attention aussi à ne pas faire deux poids, deux mesures, à être capable de garder un regard critique sur le président et d'avoir des intérêts d'abord pour Christ, une allégeance inconditionnelle envers Christ et non pas envers Trump. Merci, Sylvain. De ton côté, Étienne, qu'est-ce que tu aimerais dire aux chrétiens anti-Trump qui ne peuvent pas entendre ce nom-là? Déjà, je vais remercier Sylvain parce que il a mieux exprimé que moi ce que j'aurais pu dire. Voilà, donc je suis d'accord avec peut-être des nuances et des réserves ailleurs, mais sur le fond, en tout cas, j'ai pas à contester ce qu'il dit. Euh, Même si c'est pas une position que Sylvain a défendue, c'est quelque chose que j'entends souvent chez les opposants à Trump. C'est juste rappeler que si on soutient Trump, c'est pas parce qu'on a oublié la loi chrétienne ou ou l'éthique de Christ. On n'a pas du tout oublié. Simplement, il y a cet ordre de charité qui fait que lorsqu'on vote pour un magistrat, on vote d'abord pour quelqu'un qui va servir notre pays. C'est le magistrat de notre pays, il sert ce peuple-là. Et je vais en venir au point peut-être sur lequel que je vais exprimer le plus longtemps, c'est que il y a un principe de réalisme presque au sens philosophique lorsqu'on parle de politique. C'est-à-dire que c'est pas juste des conventions, c'est pas juste un témoignage, une parole. Ultimement, il y a des réalités concrètes derrière. Il y a un peuple qui est défini par, comme dans la Bible, par des familles. C'est une famille de familles particulières. Euh, et la question, c'est quel est le magistrat qui sert le mieux ce groupe de familles. Il y a aussi effectivement les églises sont des objets particuliers, sont des objets politiques dans la cité. Quel est le magistrat qui aide le mieux ces familles? En 2024, on a été obligé d'accepter une alliance avec des transhumanistes, avec des progressistes juste moins fous que les autres. Actuellement, la coalition qui dirige l'Amérique, il y a quand même des partenaires d'alliance qui sont pas simples à intégrer. Il y a effectivement le caractère de Trump qui, sur certaines choses, franchement, on n'a pas envie de relayer. Ce qu'il a fait par rapport au Canada, mais c'est d'une politesse monstrueuse. Enfin, j'essaye d'être poli, mais j'apprécie pas du tout, j'ai pas du tout apprécié lorsqu'il s'amusait à dire ah 51e État, allez, c'est n'importe quoi. Enfin, j'étais choqué pour ma part. Après, le souci, c'est effectivement vu qu'on est, en tout cas vu que en Amérique, les chrétiens sont des partenaires d'alliance, qu'ils le veulent ou non, de la coalition gouvernementale. Il y a vraiment un bon équilibre à trouver entre une critique loyale et juste, tout simplement, effectivement. Pas tout laisser passer. Et d'un autre côté, faut pas non plus idéaliser ou être trop platoniste dans notre vision de la foi chrétienne, où notre seul rôle, c'est de dire, comme au XIXe siècle, les grands principes universels de la morale, et sans jamais tenir compte des conséquences réelles de nos critiques ou de nos choix. C'est vrai qu'il y a vraiment un équilibre à trouver où il faudra à la fois dénoncer l'orgueil pour de l'orgueil, les abus pour des abus, et en même temps, en fait, c'est ça actuellement le mariage de raison. J'aime beaucoup cette expression que tu as utilisée. Effectivement, euh, il va falloir réussir à le maintenir. C'est pas simple. Ça veut dire qu'on va probablement beaucoup moins critiquer Trump que ce qu'on attend de nous. Mais on vit pour nous-mêmes finalement. Enfin, comment dire? L'Église a pas vocation à être, euh, à se laisser dévorer au profit des autres nations. Ultimement, ce vers quoi tendent les prophéties bibliques, c'est que tous les magistrats, un jour, obéiront à Christ. Et de ce côté-ci de l'histoire, je pense au psaume 2, je pense à... chapitre d'Ésaïe qui me manque là, il y a Pierre Sauvin qui a écrit un article dessus. Donc c'est 55. pas... Oui, autour des pères nourriciers de l'Église, des pères Oui, c'est nourriciers ça. de C'est dans Jérusalem. les 50, mais c'est peut-être pas 55. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que par rapport au pouvoir, on va l'avoir, qu'on le veuille ou non, parce que Dieu va nous le donner un jour. On n'aura peut-être pas la maturité pour le gérer, et il faut éviter de faire du mal avec. Donc,
je sais que tu dis, il faut pas éviter le pouvoir. Ok, j'entends bien. Mais il faut pas, enfin, faut tout simplement acquérir plus de sagesse, acquérir plus de maturité et assumer ce que le Seigneur nous permet d'avoir. Peut-être qu'effectivement, au prochain mandat, tout va être rasé et malheur à ceux qui ont été trop partisans de Trump. Ce genre de retournement, ça a lieu tout le temps. Mais je ne vois pas de raison de refuser d'être partisan dans les limites de la loi naturelle et de la volonté de Dieu. Donc, effectivement, ne jamais condamner les excès de Trump. C'est pas conforme à la loi de Dieu. Ne jamais le soutenir parce que nous, on est l'Église et on doit pas. J'approuve pas non plus. Je pense pas que ce soit le mieux. J'ai été assez long. Excusez-moi. Mhm. Ben, merci à chacun de vous. On voit avec ce dernier commentaire d'Étienne que l'eschatologie aussi, peut-être y est un peu pour quelque chose dans l'appréciation du déroulement des temps et du grand agenda. Alors, si on n'est pas 1000 ou si on est pré-1000, j'imagine que ça change peut-être un peu aussi notre appréciation de Donald Trump. Puis quand on est à 1000 comme moi, ben, on se dit un ou l'autre, ça me va. Alors, ben, merci à chacun pour ces échanges-là. J'ai apprécié le ton, le respect et puis les propos remplis de sagesse. Il marche sur l'or dans ses souliers brillants, un empire construit d'un geste arrogant. Il change le vent avec un simple regard, les nations tremblent au fil de ses départs. Trump, l'empereur des terres américaines, ses humeurs dansent comme des tempêtes humaines. Les tarifs tombent, les règles se cassent, le monde regarde dans un miroir de glace. Oh, oh, oh. Je vous rappelle que cette émission vous est présentée en collaboration avec Publications chrétiennes qui vous recommande cet ouvrage qui s'affiche à votre écran de Carl Trueman, Le plus étrange des mondes. Alors, c'est une époque étrange à laquelle nous vivons, pas simplement parce que nous avons élu une ancienne star de la télé-réalité comme l'homme le plus puissant de la planète, mais aussi tout ce qui se passe dans la culture, le triomphe, la montée, le triomphe du moi moderne. Alors, c'est un peu de ce dont il est question dans cet ouvrage-là de Carl Trueman. C'est la version abrégée de son best-seller. Je pense qu'il a été même best-seller dans le New York Times. Et sa version abrégée où il explique comment on en est rendu aujourd'hui. Est-ce que ça soit sensé pour les contemporains qu'un homme prétende être une femme et qu'on ne puisse pas questionner ce choix personnel. Et donc, Truman retrace depuis le siècle des Lumières jusqu'à nos jours les changements dans la pensée des élites et intellectuelles en particulier jusqu'à ce qu'elles viennent à éclore complètement dans la culture et dans la société et créer le genre d'environnement culturel dans lequel nous vivons. Alors, ça explique un petit peu l'idéologie LGBTQ+, d'aujourd'hui, dans une perspective chrétienne, alors, mais historique. Alors, très bon livre. Vous pouvez donc le lire en français. Cliquez sur le lien. Si vous avez manqué la conférence d'il y a 2 semaines, la conférence Réformée Baptiste qui était promue chez nous à Saint-Jérôme, Combattre pour la foi des saints, la foi transmise aux saints, pardon. C'était donc 3 messages sur l'Église confessionnelle au 21e siècle. Ben, ça a été publié sur Un Héros dans le net et sur la chaîne YouTube associée Prêche la parole, la même qui diffuse Coram Deo. Alors, vous pouvez suivre cette conférence annuelle. Rien à brancher, à plugger, à promouvoir. Étienne, tu me dis tu vas m'envoyer un lien qu'on va mettre dedans dans les notes, mais est-ce que c'était les liens juste du site ou de... Non, c'est c'est le lien vers les formations par la foi, donc c'est des formations vidéo qui comprennent notamment, par exemple, l'eschatologie, la doctrine de la fin des temps, mais aussi une introduction, découvrir la foi réformée du pasteur Alexandre Saran de Lyon, qui a été invité chez toi, je crois, plusieurs fois. Des cours sur défendre sa foi face à l'islam ou le symbole des apôtres présenté brièvement.
Donc voilà, c'est des formations qu'on met en avant et qui aident un petit peu à se renforcer dans cette foi transmise au sein une fois pour toutes, justement. Excellent. Alors, faites juste attention de ne pas devenir pédobaptiste au passage. Non, on aime beaucoup parlafoi.fr. C'est juste qu'ils nous donnent un peu de fil à retordre là, pour les baptistes. Alors, merci encore à chacun de vous. Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Si vous avez à cœur de soutenir, vous pouvez prier pour nous, nous faire un don. Il y a un lien dans la description qui vous permet de donner en canadien ou en euros de façon à recevoir un reçu de charité déductible d'impôts. Et pour le prochain épisode, dans 2 semaines, je reçois le pasteur Timothée Wenger de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, où on va parler des visites pastorales. Sujet important, on change de registre, là, mais alors avis aux pasteurs, mais aux paroissiens aussi. J'ai déjà enregistré l'émission au moment d'enregistrer celle-ci et ça a été une conversation fort agréable et je pense fort utile pour l'Église. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. C'est bon. Le calviniste a une sale tronche, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu dis? Le calviniste a une sale tronche, comme d'habitude. Le calviniste. Ça va être correct. C'est mieux que les papistes. Aimez-vous votre nouveau pape? Il a l'air sympa. Je ne connais pas beaucoup, mais... Non, il ne connaît pas trop encore. Hein. Mais il a l'air moins du genre à dire tout ce qui passe par la tête en avion. Ce serait déjà comme un gars. Ouais. Des journalistes de 80 ans sans mémoire. Ouais, ça va être intéressant. Ouais, je pense qu'il va être plus académique un peu peut-être que le précédent pape. Hein. Ouais, il y a toujours ça. On fait une émission, je l'enregistre demain, mais ça va être diffusé juste avant celle-ci avec un frère réformé baptiste qui est à Rome, qui s'intéresse beaucoup au catholicisme contemporain depuis Vatican II. Leonardo De Chirico. Ah oui, puis Maxime Georgel qui s'intéresse aussi au catholicisme historique et contemporain. Donc, on va parler de votre pape dans une perspective protestante réformée. Ah, il y a Maxime aussi, mais il me cache des trucs, en fait. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si lui adhère à 25 paragraphe 4 de la Westminster. Ah oui, je m'en souviens. On en a parlé, il y avait une très longue discussion, justement à l'occasion de l'élection du pape. J'ai pas suivi, donc je sais plus. Je crois que Ouais. Moi, j'avoue ne pas connaître par cœur. c'est qui confessionnalise et voilà, c'est la loi doctrinale que l'antichrist de Thessaloniciens, c'est le pape. Voilà. Ouais. Ouais, c'était la position des protestants au 16e et 17e siècle que l'antichrist, c'est le pape. Puis ça s'est ramassé dans nos confessions de foi. Généralement, les théologiens contemporains prennent exception sur ce point-là. Ils vont soit dire non, les théologiens sont trompés, ou c'est un antichrist et ce n'est pas l'antichrist avec un A majuscule. Mais j'imagine qu'à l'époque des guerres de religion, ça avait toute une autre connotation. Là. Ouais. Good. Alors, donc on va parler d'un autre antichrist. Rien de moins. Du point de vue de qui, là? Un autre pape, en tout cas. Il ne fera pas trop débat. J'avais réécouté, Pascal, à l'époque de ma conversion, là, tu m'avais cité ce que je t'avais écrit à l'époque, là, puis notamment sur le mariage, là, le fait que je voulais être chrétienne. Je le cite régulièrement, c'est dans mon petit cours de préparation au mariage. Là, j'ai je trouve que l'argument est très bien résumé sur est-ce que l'indissolubilité du mariage est finalement un ingrédient qui va pourrir le mariage en faisant que chacun se dit c'est indissoluble, donc j'ai plus à faire d'efforts. Puis pour montrer que finalement c'est l'effet inverse. De fait, mon frère m'a récemment confessé que les quelques premières années après ma conversion, il pensait que j'ai fait assemblant de devenir chrétien pour avoir une femme chrétienne.
Alors, j'ai une anecdote là-dessus. C'est, je lisais Cyril de Jérusalem, donc évêque du IVe siècle, et il ouvre ses séances de catéchisme. Donc c'est, on va dire, la formation initiale à la vie chrétienne. Ça finit sur le baptême et tout ça. Et puis première séance, et il dit bon bah bonjour à tous, je suis content de vous voir. Et ceux qui sont là pour juste avoir les femmes chrétiennes, bah écoutez, au moins vous entendrez l'évangile. C'est une vieille dynamique, c'est vraiment une vieille dynamique. Ah ouais, c'est la. Ben oui, c'est Bon, sûr, rapidement, la on n'est vertu pas obligé, chrétienne. de s'en plaindre, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, les Romains s'en moquaient, mais après ça, ils voulaient cette Ouais, vertu. c'est pas mal en fait. Ouais, ouais. Voilà.